tous. Donc, je suis Jacques-François Marchandise, co-titulaire avec Mila Douei de la chaire de recherche des Bernardins, l'humain au défi du numérique. Et pour certains d'entre vous, vous êtes là depuis ce matin et avec une passion qui ne se dément pas si on en croit les tweets, les rebonds, etc., qui sont vraiment tout à fait vivants. Et je pense qu'une partie des choses qui vont se dire dans cette dernière table ronde a des connexions directes avec ce qui s'est dit auparavant dans la journée. Puisque bien évidemment, on vous annonce que nous allons vous parler des espaces et des temps de l'apprentissage. Les espaces et les temps de l'apprentissage ne sont évidemment pas juste des mètres carrés et des cases horaires, mais évidemment des intentions pédagogiques, des formes organisationnelles. Et c'est bien de ça qu'on va parler à partir de maintenant avec 4 intervenantes, 3 interventions. En fait, la première chose que je voulais souligner avant de passer la parole à Anne Lalou qui va commencer, la première chose que je voulais souligner, c'est que on parle d'espace et de temps, ce qui suppose que nous avons encore des mètres carrés pour faire des cours. Et que nous ne sommes pas passés, ça a été un des sujets au fond latents de toute la journée, d'un numérique qui serait dans la substitution, substitution des formes numériques aux profs, substitution à la parentalité, qui sait, substitution des formes numériques au mètre carré. En l'occurrence, il semble que dans vos propositions respectives, il y ait toujours des mètres carrés. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Leurs usages sont peut-être un peu différents. Ils racontent certainement quelque chose et d'autres choses que ce que racontaient les organisations spatiales et temporelles d'hier. En tout cas, vous êtes les unes et les autres actrices et témoins de tentatives qui peuvent se faire en la matière et qui parfois sont déjà à des échelles consistantes. Comme on le fait depuis ce matin dans les différentes présentations, vous aurez compris qu'on a parlé d'éducation et d'apprentissage. On parle d'éducation et d'apprentissage aussi bien dans l'enseignement scolaire que dans l'enseignement supérieur, et on pourrait au fond décliner un ensemble des questions dont nous parlons dans d'autres formes d'éducation et d'apprentissage. Je pense que c'est une constante de cette journée. Alors je vais donc commencer par passer la parole à Anne Lalou qui va nous parler de ce qui se passe du côté de l'Innovation Factory et de la Web School Factory. Anne, c'est à toi. Merci beaucoup. Si tu veux bien passer tout de suite la première slide. Merci. Je vais vous présenter si on veut parler d'espace et de temps d'apprentissage, il y a quand même derrière un fond. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que fait la Web School et dans quel écosystème elle s'inscrit, parce que c'est par rapport à tout ça qu'effectivement, ensuite, on a pu penser des espaces et des temps d'apprentissage différents. Donc, la Web School, c'est une école que j'ai créée il y a maintenant 5 ans, qui est une école une école de management d'un genre nouveau, puisque c'est une école de management adaptée aux défis du numérique. Et quand je dis ça, je me disais qu'en réalité, il y avait des disciplines clés, telles que le design au sens de la problématisation du besoin, du design thinking, du design management, de la compréhension du point de vue de l'utilisateur et de l'expérience client, le marketing bien sûr, mais aussi tout l'univers des technologies numériques qui étaient des disciplines qui ne pouvaient plus être ignorées par les futurs managers tels qu'on les appelait. Et donc, il y a eu vraiment cet objectif de construire une pédagogie autour de cette multidisciplinarité, de la pluridisciplinarité, avec un tronc commun sur le management et l'entrepreneuriat, et une découverte et ensuite un approfondissement de ces 3 expertises clés, sachant qu'en première année, les étudiants post-bac découvrent tout, et dès la 2e année, vont choisir leur expertise, leur majeur, sans pour autant abandonner les 2 autres qui seront des mineurs. Et là, le propos est vraiment de dire, si je veux demain pouvoir transformer l'entreprise, au même titre qu'il faut transformer l'éducation, au même titre qu'il faut... on a énormément de chantiers de transformation à faire. Je ne peux le faire que si je comprends les contraintes, les objectifs et la sémantique de l'autre. Et ça passe vraiment par une compréhension des différents métiers de l'entreprise. Le deuxième parti pris pédagogique extrêmement fort et qui va se traduire aussi dans les temps et les espaces, c'est de travailler sur le collaboratif et l'intelligence collective. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que je fais un constat très clair. Les étudiants qui arrivent chez moi, ils ont été biberonnés à l'individualisme et à si tu réussis, tu peux écraser tout le monde, c'est pas grave, du moment que tu réussis. Et donc, arriver à changer ce paradigme et à dire, en fait, l'intelligence collective est bien supérieure à l'intelligence individuelle. Et pour pouvoir aller plus vite, dans un monde qui bouge également beaucoup plus vite, le travail en mode projet et du coup, le travail en équipe est absolument essentiel. Et ça passe par des méthodologies
et ça passe par des savoir-être. C'est aussi un des partis pris et un des partis pris forts de notre pédagogie. Et le troisième, qui là aussi, vous allez voir, va induire et des temps et des espaces d'apprentissage, c'est le travail en mode projet avec un tiers du temps pédagogique, qui sont en réalité non pas des études de cas, mais des vrais projets avec des vraies entreprises et dans des vrais délais. C'est-à-dire que nos étudiants, dès la première semaine de cours, sont en collaboration et en confrontation avec des équipes opérationnelles. L'objectif étant de permettre un dialogue tout au long de leur parcours d'études entre l'apprendre et le faire. Et donc pour eux, une construction de leur expérience professionnelle et de leur CV tout au long de leur parcours d'études. Alors vous voyez le schéma, globalement, ça passe par des jeux de un tiers sur les majeurs mineurs, un tiers sur le management et l'entrepreneuriat, un tiers sur le mode projet, qui est un petit peu ce qui dessine tout le fonctionnement pédagogique. Deuxième point qui en découle de ce que je viens de dire et qui est la slide suivante, merci Jacques-François, c'est le fait de dire que la Web School est le membre fondateur d'un écosystème d'open innovation et de co-construction avec plein de parties prenantes de l'innovation numérique et de la transformation digitale dans notre pays. Donc ce sont des grands groupes, des ETI, des startups, des labos de recherche, des think tanks, et puis ce cœur étudiant qui est un petit peu la dynamique du dispositif. Et à travers tout un ensemble de formats, mais aussi un ensemble de formats qui se déclinent dans un ensemble d'espaces qui vont permettre de travailler ensemble. Alors ce que je vous propose ensuite, c'est qu'on va regarder d'abord un format projet pour voir comment on travaille justement et quels sont les temps d'apprentissage quand on est en train de réaliser un projet avec une grande entreprise partenaire et comment les étudiants vont dans ces cas-là réconcilier d'ailleurs le temps pédagogique et aussi les réalisations. Et puis ensuite, on regardera aussi dans quels espaces ça se passe et comment on a fait et comment on a construit un lieu qui permette cette hybridation en fait entre toutes ces populations et ces compétences. Non, t'es allé trop vite. Alors, un format projet classique, 6 semaines, et qui vont rythmer l'année. Donc, les étudiants ont comme ça des temporalités de 6 semaines tout au long de l'année. Dans ces 6 semaines, en réalité, il y a 1 semaine et demie de cours qui vont être directement liés au projet. Alors, en réalité, le lancement de ce temps d'apprentissage se fait avec l'entreprise partenaire qui va venir exposer sa problématique et dire voilà pourquoi j'ai besoin de vous et voilà le sujet sur lequel je propose que nous travaillions ensemble. L'entreprise s'en va, il y a ensuite le directeur de projet qui va venir et lui va présenter les compétences qui vont être mobilisées et validées dans le cadre du projet. Parce que la clé, c'est qu'on ne distingue pas les cours du projet, on va mettre en place des validations de compétences dans le cadre du projet. Et ça, c'est quelque chose qui fait que tous les intervenants et toutes les compétences qu'on va mobiliser côté intervenant vont accompagner les étudiants sur le projet. Donc, il va y avoir les cours directement liés aux compétences. Ensuite, j'arrive plus. Oui, il y a bien une demi-journée par semaine le suivi du projet, donc toujours en équipe. Les étudiants en équipe vont avoir leur suivi de projet. Il va y avoir la semaine de formalisation, parce qu'en réalité, ils vont faire des livrables qui vont être corrigés et rendus, mais ensuite, on va distinguer, ils auront travaillé sur le fond, il faut formaliser tout ça, et donc on distingue le fond de la forme, et pendant 1 semaine, ils vont là aussi se concentrer sur comment est-ce que j'arrive à transmettre et à passer le travail que j'ai réalisé, pour ensuite faire un rendu formel devant l'entreprise qui est partenaire du projet, mais avec tous les intervenants dans la salle. Et là aussi, c'est un temps très particulier où les étudiants vont bien sûr être en savoir-être devant une entreprise, mais également se confronter à 2 points de vue très différents, qui va être le point de vue de l'entreprise et le point de vue de chacun des intervenants qui ont été associés au projet, qui vont décliner et qui vont réagir de manière très claire. Et on va toucher de la même manière la typographie, de l'intégration, du marketing, des analytics, ensemble sur un même projet. Et tout ça donc pendant ces 6 semaines. Alors, très concrètement, en termes de lieu, là, je veux bien passer, ça veut dire qu'il a fallu penser, pour arriver à faire vivre cette pédagogie, effectivement, des nouveaux espaces. Alors, on a créé ce qu'on appelle un campus cluster. Alors, campus cluster, c'était arriver à mêler dans un lieu unique des salles de classe, des espaces d'apprentissage, mais également des lieux d'hybridation et des lieux où pouvaient effectivement vivre toutes les autres formes, et notamment nous avons des entreprises en résidence qui viennent sur place, nous avons bien sûr des projets entrepreneuriaux, donc il y a des Fab Labs, des Creative Labs, des Gaming Labs, encore une fois des pépinières, du coworking,
Et puis énormément d'espaces qui sont entièrement flexibles et qui sont, selon les moments, soit des salles de classe, soit des salles projets avec une entreprise, soit des espaces qui vont être appropriés par les entreprises sans les étudiants pour mener un projet en excubation. Donc on voit. Alors déjà, ce que vous voyez là, les 2 photos que vous voyez, sont nos salles de classe. Le principe de la salle de classe elle-même, c'est qu'il n'y a plus de table et de chaises. Nous n'avons que des chaises mobiles, ce qui permet tout simplement à l'intervenant, alors ça, on retrouve plein de choses qu'on a dites aujourd'hui. Pour nous, l'intervenant est un médiateur, est un coach, est un transmetteur, mais voilà, il va scénariser sa salle de classe comme il le souhaite. Ça peut être en îlot, ça peut être en groupe, ça peut être en U, ça peut être classique. En tout cas, c'est à lui de voir, et c'est lui qui est maître du jeu avec les étudiants à un moment donné. Et donc le principe, c'est vraiment de permettre comme ça la flexibilité, la modularité des espaces qui sont, eux, dédiés au cours. Et puis après, si on regarde les espaces suivants, sur la slide suivante, voilà, vous allez avoir les espaces qu'on va trouver sur le campus. Donc, un espace de près de 400 mètres carrés qu'on appelle un anti-café à l'Innovation Factory, tout simplement parce qu'on a fait un partenariat avec l'anti-café, très concrètement. Là encore, c'est une manière c'est vraiment le lieu de la rencontre et de l'hybridation entre toutes les populations qui sont associées en fait au lieu. C'est-à-dire que oui, c'est une école, mais c'est une école au sein d'un écosystème dans lequel on va retrouver des collaborateurs de grands groupes qui sont en train de travailler sur leurs projets. On va retrouver des start-upers qui viennent travailler. On va trouver des chercheurs qui sont en train eux-mêmes de mener leurs travaux de recherche. On va retrouver toutes ces populations, toutes ces différentes personnes vont se retrouver sur ce même lieu qui a une seule règle. Vous pouvez consommer à volonté, vous payez au temps passé. Donc ça, c'est le principe de l'anti-café. Et nous, on va très régulièrement le privatiser ou l'utiliser avec les étudiants qui vont l'investir pour mener leur projet. Voilà, rapidement. Juste un point, pardon, je crois que c'est important de le dire. Il a fallu concevoir des espaces que les étudiants pouvaient également s'approprier. C'est-à-dire que nous, on a conçu une pédago et des choses, puis après, ils viennent en nous disant, alors on a eu une idée, on a conçu un nouveau format, on a besoin de telle salle qu'on va utiliser comme ça, est-ce que vous nous l'autorisez? Et dès lors que le projet tient la route, on leur dit, ben oui, c'est à vous, et on leur permet à tout moment de s'approprier, de modifier les espaces sur le campus. Merci beaucoup, Anne. Une ou deux petites questions de précision. La première, c'est le fait de dire, est-ce que dans la conception de ce lieu, vous vous êtes retrouvés les uns et les autres à construire une sorte de schéma directeur ou de grand plan, ou est-ce qu'on est dans des formes de bricolage? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait construire les mobiliers qu'il vous fallait, etc., ou est-ce que c'est une chose plus adaptative, on va dire? Ça a été du grand bricolage. Avec le moins de sous possible. Et j'ai juste fait un grand concours qui a donné aucun résultat. Je cherchais à faire une chaise mobile qui soit connectée et je cherchais un meuble idéal parce que franchement, rien de ce qu'il y avait sur le marché ne m'allait, que ce soit les très chers ou les pas chers, ça n'allait pas. Donc j'ai fait un grand concours avec des écoles de design et la conclusion, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, donc on se débrouille avec des fils par terre qui sont partout, enfin voilà, et tous les défauts, effectivement, de quand on veut faire des espaces mobiles. La seule différence, c'est qu'on a fait des rails au plafond plutôt que par terre, parce que ça permettait d'avoir un petit peu moins d'accidents. Et ma deuxième question, c'est est-ce que le type de dispositif dont tu parles, en fait, comment est-ce qu'on convoque le rôle du numérique dans cette aventure? Est-ce que ça pourrait se faire de la même façon si l'école ne s'appelait pas Web School Factory, mais si vous étiez dans de tout autres enseignements que des enseignements liés au numérique? Alors j'en suis d'autant plus convaincue que pour moi, le numérique est partout, infuse et diffuse et dans tous les domaines et dans tous les enseignements. Et que donc le fait qu'on soit la Web School Factory et qu'effectivement on enseigne ce qui me paraît être des connaissances essentielles pour justement avoir un rôle dans la société, quel que soit le métier. Je dis toujours que quels que soient nos enseignements et d'école de management, mes étudiants, je leur dis, votre métier n'existe pas encore, c'est vous qui allez l'inventer. Donc le principe, c'est qu'on leur apprend à apprendre, on leur donne des fondements, on leur donne des méthodos. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas dire à 5 ans quels sont les métiers qui vont se mettre en place. Donc pour moi, effectivement,
Ce qui est lié au numérique, c'est que notre société est aujourd'hui numérique. Et troisième et dernière question, et ensuite on y reviendra sur le débat, c'est évidemment les étudiants qui arrivent dans ces espaces-là ont connu on va dire des salles de cours plus classiques, voire des amphis. Ils en connaissent peut-être d'ailleurs toujours dans certains formats. Je pense que ça croise aussi, ça hybride. Et les enseignants et les intervenants aussi. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'il y a une part de déstabilisation? Est-ce qu'il y a une part de je ne sais pas faire Non, ce n'est pas sur les espaces qu'il y a de la déstabilisation, c'est sur les temps d'apprentissage. Il y a de la déstabilisation parce qu'on leur demande de l'autonomie, on leur donne beaucoup de liberté, on leur donne des cadres beaucoup plus souples. Les intervenants sont aussi dans cette même dynamique, on les choisit là-dessus. Ils sont déstabilisés quand la première fois, au bout du premier trimestre, on leur dit « bon, bah, maintenant, vous notez vos intervenants ». Alors ça, ils disent « ah bon ?» Bah oui, parce que si ça se passe mal et si un intervenant pose problème, on a besoin de le savoir tout de suite, puis c'est dans les deux sens que ça se passe. Les intervenants sont aussi un tout petit peu déstabilisés par ça au départ, puis en fait, ils en voient tout le bénéfice, et après, ils sont là en train de dire, est-ce que j'ai mes notes? Est-ce que j'ai mes notes de la même manière que les étudiants? Et ça, c'est une dynamique qui est très positive. Grosso modo, pour le faire vite et un peu provoque, mes étudiants me disent, mais quel soulagement d'être enfin dans un espace et dans ce rapport-là, parce qu'il y a autorité à la web school, c'est pas parce que, enfin, je veux dire, c'est extrêmement clair de où est la pédagogie, de qui est l'autorité, et pour autant, sans toucher à ces fondamentaux-là, on leur laisse énormément de liberté, y compris, et c'est une des plus fondamentales à mes yeux, celle de ne pas venir en cours quand ils ont une proposition plus intéressante que le cours qu'on leur propose. Pour autant qu'ils ramènent le savoir à l'intérieur de l'école, soit par un billet sur le blog, soit par une conférence. Et ça, encore une fois, ça passe par un dialogue avec nous, c'est-à-dire le directeur pédagogique ou moi. Mais c'est quelque chose de très important parce que finalement, ils ne l'utilisent pas tant que ça, mais ils l'utilisent à très bon escient. Et ça fait qu'il y a cette logique de dire aussi, les espaces, ce n'est pas que l'école, c'est aussi à l'extérieur. Et c'est ça qu'on a voulu transmettre et qui me paraît un point important. En tout cas, on a compris dès le départ qu'on serait sur les espaces et les temps et pas seulement sur les espaces, et que ça serait une ligne sans doute de force de nos échanges. Comme j'allais dire, les intervenants ne sont pas déstabilisés, ils ne vont pas l'être du fait que nous allons bouger, puisque il s'agit d'espace et de temps, nous bougeons. En revanche, je peux vous signaler tout de suite qu'il y a une petite coupure de réseau. Donc, si vous voulez dans l'immédiat nous envoyer des questions, eh bien, si vous n'y arrivez pas tout de suite, il faut prendre votre mal en patience. Ça va s'arranger. Alors maintenant, on va passer directement. Ah oui, voilà. Bonjour, donc je suis Patricia Pichon, je suis inspectrice de l'éducation nationale dans le département de la Loire et j'y occupe un poste un peu particulier avec 2 missions auprès de l'inspecteur d'académie. Je suis en charge de la mission école maternelle et également de la mission numérique. Et à ce titre-là, de fait, je suis en relation étroite avec des partenaires divers, en particulier les collectivités territoriales, mais aussi d'autres professionnels. Et bien évidemment aussi en lien direct avec mes collègues, les inspecteurs, mais aussi les directeurs d'école, les formateurs et les enseignants sur mon département. Donc nous allons vous essayer de répondre à la problématique à travers une expérience qui nous est commune. Je laisse parler
Caroline. Bonjour, donc Caroline Doriagoux. Donc moi, je suis designer. Je suis le vilain petit canard. Je suis donc chargée d'expérimentation et de recherche au pôle recherche de la Cité du Design. Donc je vais vous présenter d'abord un petit peu d'où on vient, qu'est-ce que la Cité du Design, parce qu'en fait, c'est pas forcément très connu. Donc, elle est basée à Saint-Étienne. C'est un établissement public à coopération culturelle. C'est un EPCC. Et en fait, ça fait une dizaine d'années qu'on existe. Et on est né d'un événement qui s'appelle la Biennale internationale de design, que vous connaissez peut-être, qui est un événement international de design, qui était à la base porté par l'École supérieure d'art et de design. Et en fait, c'était un pari du directeur des Beaux-Arts et d'une volonté politique de Michel Thiollière de se dire, tiens, notre ville a été basée sur l'industrie. Aujourd'hui, c'est vrai que l'industrie s'est cassé la figure, qu'il n'y a plus Manu France, qu'il n'y a plus la manufacture d'armes. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours les écoles d'art et nous, on fait toujours de l'objet. Et donc, ça a été de se dire, on va émettre un pari, on va faire un événement international où on va présenter des designers à l'international. Et en fait, cet événement qui a été très fort était porté par une école et par des étudiants. Et de l'ampleur de cette biennale, il y a eu un intérêt très fort. Et en fait, la cité a été créée parce qu'il a fallu professionnaliser cet événement. Et depuis qu'on a du coup la Cité du Design, les missions ont bien sûr été étendues au-delà de l'événement de la création de la Biennale. On a une volonté de développer le territoire par le design. On est en région Rhône-Alpes, donc il y a beaucoup d'entreprises. On a une volonté de sensibiliser tous les publics au design. Donc ça va du grand public au public éducatif, aux enseignants, aux centres sociaux, et puis aux autres corps de métier. On a la volonté de développer la recherche en design et l'innovation en design. Donc on a un service innovation et entreprise et un service de recherche en design vu qu'on fait de la recherche en design. Et puis le quatrième point qu'on a gardé, c'est la sensibilisation de tous les publics. Et la prochaine biennale, donc, qui aura lieu au mois de mars 2017, sera sur les mutations du travail. Donc c'est vraiment au cœur aussi, c'est en lien, j'ai envie de dire, avec les préoccupations de demain. Quels seront les métiers de demain, les mutations de travail. Working Promise, donc je vous invite tous, ça sera au mois de mars et avril. Voilà. Donc avant de continuer, je voudrais juste qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire du mot design, parce que c'est vrai que tout à l'heure, Anne en a parlé. Aujourd'hui, on en parle au quotidien. On parle de design thinking. On regarde une pub, on entend parler « Ah, c'est design, c'est design, c'est design, c'est design ». Et c'est vrai qu'à force, ça devient pour le grand public souvent un style. Et qu'en fait, ce n'est pas un style, c'est une discipline avant tout. Hein, on est des professionnels, on est formés à cette discipline. Donc, il y a la pensée design où on va utiliser les manières de faire du designer. Et puis, il y a les designers qui, eux, ont appris à faire du design avec les outils qui leur sont propres. Donc moi, j'ai envie de dire, donc le design n'est pas un style, mais c'est une discipline créative qui est en permanence entre l'art et la technique. Ça, c'est vraiment très important. On n'est pas situé que sur la forme et que sur l'aspect esthétique. Il y a deux mots à retenir qui sont assez simples. C'est l'origine du mot design, c'est le dessin, D-E-2-S-E-I-N, et le dessin de D-E-2-S-I-N. C'est-à-dire que je vais avoir une intention, un projet, et que le dessin va être là pour dessiner mon intention et pour me projeter. Donc c'est toujours l'idée de penser demain, d'améliorer les choses, de regarder ce que font les autres. Notre travail, c'est de travailler, c'est l'homme pour l'homme. D'accord ? On est en permanence pour l'usager. Améliorer l'usage quand les gens des choses. Améliorer le cadre de vie, améliorer le transport, améliorer l'alimentation, améliorer la façon dont on va se loger. Et du coup, c'est quelque chose qui va à tous les interstices de la vie. Tout notre environnement est pensé à un moment par l'homme. Donc nous, c'est vraiment notre métier de regarder ce qui se passe pour accompagner justement ces créations, ces artefacts. Donc là, j'ai mis simplement quelques
illustrations parce que c'est au-delà de l'objet. Souvent, on pense que c'est le mobilier, que c'est l'aménagement d'espace. Alors oui, ça l'est, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la question des services. Quand on met le Vélib, on peut se dire oui, c'est quoi? C'est un vélo, c'est une borne. Mais avant d'être un vélo et une borne, c'est avant tout le fait de pouvoir prendre un vélo dans l'espace public, de le louer pendant 10 minutes, 1 heure, 1 semaine, etc. Et d'avoir des dispositifs adaptés, une borne avec une interface et un vélo qui va être pratique pour ce type de service. Pareil pour Blablacar, on en a parlé. Ce qui est intéressant, c'est le service et le dispositif qui va être très simple au point de vue du numérique. Donc, il n'y a pas un designer, il y a des designers en fonction des projets. Donc, le designer ne va jamais travailler seul. Il sera en permanence confronté par rapport à son sujet à d'autres disciplines. Il pourra travailler avec des ingénieurs, avec des pédagogues, avec des sociologues, avec des architectes, avec des médecins, avec des artistes, des écrivains, etc. C'est ce qui fait la richesse de ce métier et en tous les cas, pourquoi il me plaît, c'est parce qu'on travaille tous ensemble au service de quelque chose. À la Cité du Design, donc ça fait 7 ans qu'on fait de la recherche. Donc, c'est sur les 2 grandes thématiques, les modes de vie et les vies numériques. Et dans les modes de vie, la question de l'éducation a été très vite présente au sein du service parce que du fait qu'on ait le devoir de sensibiliser les enfants au design et les professeurs au design, on a très vite eu un partenariat avec l'Éducation nationale. Moi, au début, je suis arrivée pour faire de la formation en design aux enseignants. Donc pour faire de la formation de design enseignants, qu'est-ce qu'on fait? On monte des expérimentations pour faire avec eux, pour voir ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on a monté différents dispositifs, notamment je participe à la rénovation de mon école. Donc là, c'était une volonté politique très forte et régionale. On avait une subvention à l'époque de la région Rhône-Alpes qui s'appelait le Grand Projet Rhône-Alpin, qui devait promouvoir le design sur le territoire. Comment c'était un levier d'innovation. Et donc, ça concernait aussi le système scolaire. Saint-Étienne, à l'époque, affichait un parc d'écoles, et encore malheureusement aujourd'hui, assez vétuste. Et moi, je devais sensibiliser les enfants au design. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'idée, ça a été de se dire, au lieu que les services techniques de la ville rénovent les écoles de Saint-Étienne comme elles ont l'habitude de le faire, tiens, et si je mettais un designer dans une classe et que l'objet de la rénovation devienne un projet pédagogique, que l'espace serve alors à sensibiliser les enfants au design. C'est-à-dire qu'on a eu comme ça à faire... on a travaillé avec aujourd'hui 9 écoles, plus de 800 élèves ont participé au dispositif, plus de 10 designers, architectes ont travaillé avec nous, et on a travaillé autour de bibliothèques, de cantines, de cours d'école, d'espaces de circulation. On n'a jamais eu encore à faire la classe. Tiens. C'est pas nous qui choisissons, c'est la ville qui nous propose des espaces et nous on regarde si c'est intéressant d'un point de vue du design. Et puis prochainement, on aura la chance de traiter les espaces sanitaires. Parce que je pense que, je dis la chance parce que c'est quand même une vraie problématique. On en parlait à midi avec des collègues et on se dit c'est vrai que c'est un espace, c'est toujours un peu tabou. Et donc ce dispositif. Où le designer intervient avec les élèves. Ce qui est intéressant, c'est la participation. C'est-à-dire que le designer construit des ateliers pédagogiques sur la sensibilisation au design par la rénovation de l'espace. Donc, qu'est-ce qui se passe? On observe à quoi sert cet espace, pourquoi les gants tombent derrière le radiateur, pourquoi on n'arrive pas à voir les panneaux d'affichage, pourquoi il y a trop de bruit à la cantine, comment est-ce qu'on pourrait faire, pourquoi est-ce qu'il fait trop chaud dans cet espace, etc. Donc, en fait, en fonction des sujets, on va traiter ces questions d'usage et les élèves participent, trouvent des solutions avec les enseignants, avec les services techniques, avec parfois aussi les parents qui peuvent participer. Donc, c'est tout, en fait, un environnement, c'est toute une collaboration qui est mise en place et où l'élève, du coup, est vraiment acteur parce qu'il va aussi déjà définir les problématiques avec le designer, mais aussi émettre des solutions. Et puis, on va surtout jusqu'à la réalisation, c'est incarné par la fabrication. Donc là, on a une cantine, par exemple, question souvent du bruit. Donc là, on a travaillé avec les dames de service. La question, c'était de se dire, par exemple, on a créé simplement 2 services, au-delà de la rénovation, du choix des matériaux, etc. Mais le fait de créer 2 services, on peut manger plus au calme. Donc, c'est des petites choses, mais auxquelles les gens, ils prennent pas le temps et ils sont pas sollicités, en fait. Les dames de service sont pas toujours sollicitées sur la rénovation des espaces.
On a une bibliothèque où, par exemple, là, on avait, mais Patricia on parlera des temps d'apprentissage, qui n'était plus utilisée, qui n'avait pas été rénovée depuis sa construction les années 60, d'accord, moquetée du sol au plafond, et donc laissée un petit peu à l'abandon. Une cour d'école, où là, la problématique de la cour, souvent, c'est que les filles sont déplacées sur les côtés et puis l'usage est réservé aux garçons et encore plus peut-être à Saint-Étienne avec le foot. Donc là, ça a été de comment est-ce qu'on peut reprendre l'espace dans la cour. Et puis voilà, ça a été, on va dire, un des gros projets où on a commencé notre collaboration. Voilà. Tout à fait. Donc je propose à Caroline de revisiter ces diapositives parce que finalement, elles donnent à voir effectivement le choix qui jusque-là a été fait de ne pas se placer dans le cadre des réaménagements des écoles au cœur de la classe. Sans doute que la classe reste encore un espace extrêmement, presque intime pour l'enseignant et c'est pas dans cet espace-là que l'innovation finalement a percé, en tout cas dans le cadre de ces actions-là. Par contre, on voit bien que ces espaces, comme la salle de restauration, c'est quand même un lieu dans lequel les enfants passent un temps qu'on appelle un temps périscolaire, entre 2 temps de classe, et que selon la qualité de ce moment-là, on imagine que le temps, en particulier le temps qui a lieu après d'apprentissage, va être impacté sur le bien-être qu'ont pu ressentir ou non les enfants pendant ces moments-là. Donc améliorer la qualité de ce lieu-là, c'est aussi avoir un effet sur les temps ensuite d'apprentissage. Si on prend un espace comme celui de la bibliothèque qui a été repensé, réaménagé, plus attractive, avec différents espaces où on peut avoir des moments de repli, des moments d'échange, des activités liées aux livres, mais aussi éventuellement à d'autres supports, comme par exemple les supports numériques quand ils sont justement suffisamment mobiles. On y reviendra. Donc ce lieu-là, de la même façon que la cour de récréation, est aujourd'hui impacté pour faire le lien entre l'espace et le temps, puisque ces lieux-là sont vécus par les enfants, non seulement pendant des temps scolaires, mais aussi pendant les temps non scolaires, puisque avec la réforme des rythmes scolaires, les enfants donc, sont accueillis dans ces lieux-là, éventuellement avec d'autres personnels que les enseignants. Ce qui là aussi a parfois, la réforme des rythmes scolaires à l'école primaire a été vraiment quelque chose qui a fait bouger un certain nombre de lignes, pas toujours facilement, mais là aussi tous les acteurs étaient impactés puisqu'il s'agissait à la fois des collectivités, des parents, des enseignants et des intervenants, qui pouvaient être des intervenants dits extérieurs à l'école, au monde de l'école, des intervenants associatifs du quartier, voilà. Et le fait de devoir, dans ces lieux de l'école, vivre des moments qui soient à la fois des moments scolaires, mais aussi des moments qui ne sont plus des moments scolaires, avec éventuellement d'autres adultes, d'autres règles, d'autres modalités, là aussi, ces lieux-là doivent avoir une qualité et doivent pouvoir être vécus par les enfants de façon la plus souple possible pour qu'ils puissent en retirer tout le bien-être qu'on attend pour des jeunes enfants, en particulier pour les plus jeunes. Donc ces temps-là aussi ont posé problème lorsqu'ils ont eu lieu dans les classes, c'est-à-dire lorsque les enseignants, dans un certain nombre de cas, pour des raisons de contrainte d'espace, on l'a évoqué tout à l'heure, les espaces ils sont aussi contraints, ils sont aussi limités, donc avec des contraintes budgétaires de la part des collectivités. Donc parfois, ces temps périscolaires ont aussi lieu dans la classe. Et puisqu'on va aussi parler de numérique, avec des objets numériques qui peuvent être présents bien sûr dans l'école, dans la classe et dans d'autres lieux, avec toutes les problématiques liées à des usages par des personnels et des enfants à différents temps, différents moments. Et je dois dire que là, on en est au début de nos réflexions. Pour l'instant, très souvent, les collectivités sont plutôt dans la posture de dire le numérique, on n'y touche pas pendant le temps périscolaire, mais ça va à l'encontre d'un certain nombre de choses qu'on a évoquées ensemble. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'on continue à réfléchir sur ces différents temps qui s'imbriquent les uns les autres. Donc, du coup, fort des expérimentations qu'on avait pu faire là, sur les rénovations des espaces, Saint-Étienne Métropole, qui s'occupe depuis une dizaine d'années du plan multimédia, c'est-à-dire qu'on est une des rares métropoles à gérer le plan aux équipements numériques de 300 écoles quand même. Donc tous les 3 ans, elle réactivait son plan au numérique. Et puis en fait, il y a 2 ou 3 ans, vous êtes venu...
Saint-Étienne Métropole est venu nous voir en nous disant, voilà, on s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement dans notre plan. En fait, on est plutôt sur l'outil numérique, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. On voit qu'il y a des usages qui ne se font pas, etc. Donc, vu que vous avez cette compétence qui est d'axer vos observations sur les usages, est-ce que vous pouvez nous accompagner à rédiger le futur plan au numérique ? Donc, on a une prestation, là, pour le coup, de la part de Saint-Étienne Métropole qu'on a conduit en partenariat donc, avec l'Éducation nationale, avec Canopé, l'enseignement catholique, la région Rhône-Alpes et donc la Cité du Design. Et on a constitué une équipe donc, de designers, mais avec pareil des compétences différentes. Donc des designers plutôt axés numérique, des designers axés espace, des designers axés design participatif et des designers un peu plus, un quatrième qui était chef, on va dire, designer qui avait un peu toutes les compétences. Voilà. Alors je vous laisse peut-être présenter la suite pour vous dire ce sur quoi on a travaillé. Oui, donc effectivement, en fait, la compétence d'équipement numérique des écoles, qui dans un premier temps était un plan informatique, tout simplement, date de 1998 pour la ville de Saint-Étienne et sa métropole. La métropole n'a pas cessé de s'accroître depuis, puisqu'on est à une échelle qui représente la moitié de notre département pour les élèves et les écoles. Et on s'est rendu compte qu'on enchaînait les dotations, les différents plans, sans suffisamment se questionner sur la question des usages. Et tout simplement, équiper des écoles, ça ne suffit pas. Ce n'est absolument pas une condition suffisante pour qu'ensuite des pratiques se mettent en place, et en particulier des pratiques enseignantes. Et donc, on a défini un certain nombre, une démarche pour, dans le cadre de l'expérimentation, essayer de clarifier quelques enjeux qui nous paraissaient nécessaires de questionner. En particulier, la question de la dotation. Quelle dotation ? On avait, par exemple, eu à une époque une dotation assez... dans la vague du plan école numérique rurale, des dotations donc, de tableaux blancs interactifs et de classes mobiles d'ordinateurs. Et on a essayé de réfléchir, est-ce que cela suffit d'introduire un tableau blanc interactif qui va faire concurrence au tableau noir dans la classe, au point que même dans certaines écoles et dans certaines classes, soit il s'était mis en face à face, soit en côte à côte, soit en superposition, sans que l'enseignant lui-même ait complètement réfléchi à comment il allait pouvoir le mobiliser dans le cadre de son enseignement et des apprentissages avec les élèves. Et puis, on a donc questionné la qualité de cet équipement, puisque l'objectif, c'est de permettre aux élèves de mieux apprendre et aux enseignants de mieux enseigner. Donc, une pédagogie qui, grâce au numérique, pouvait être augmentée, ce qui nécessitait aussi de repenser nos modalités de formation et d'accompagnement des enseignants et des équipes d'école, et puis de revoir éventuellement des espaces qui seraient adaptés à ces usages. Et surtout, une des questions qui était très importante et qui était évidemment source de crispation forte entre les écoles et la collectivité, c'est la question de la maintenance. Comment, à une échelle aussi large, avec un parc qui n'avait fait qu'augmenter en taille, un parc informatique avec des ordinateurs, comment on pouvait assurer une maintenance, avoir un parc le plus homogène possible, une maintenance qui soit facilitée, puisque finalement la problématique de l'enseignant, c'est que quand il en a besoin, il faut que ça marche. Alors, la méthodologie, parce qu'en fait, c'est un petit peu où on intervient, nous, les designers, pour accompagner la métropole. Donc, ce qu'on a proposé, il y a un temps que j'appellerais la culturation, parce qu'on n'est pas un des spécialistes de ces questions-là. Donc, on fait un état de l'art qui était sur le numérique, l'école et le numérique, qui comportait 3 parties. Les outils, les espaces, les pédagogies, donc au niveau national et international. Donc, ça, c'est un document qui est intéressant, qui nourrit et nous, les designers, et nos partenaires. On part dans les classes, donc on avait 9 écoles représentatives du territoire stéphanois, peu utilisatrices, très utilisatrices, en ville, à la campagne, etc. Donc les designers vont dans 9 écoles, donc on avait 3 classes par école, donc ça faisait pareil, on avait plus de 600 élèves qui participaient au dispositif. Donc là, c'est des observations sèches, des entretiens, des discussions avec les profs, avec les élèves. Qu'est-ce que vous avez aussi à la maison ? Donc, il y a aussi, on regarde ce qu'ils ont aussi à la maison. Et puis, à un moment, on a un parti pris. Et en fonction de l'état des lieux, on va dire technique et pédagogique, on a émis des hypothèses. On a testé
des nouveaux outils dans la classe. Donc les designers sont là pour accompagner les enseignantes à monter des dispositifs pédagogiques et à prendre en main en fait l'outil numérique, accompagné aussi des conseillers pédagogiques. Et donc on a fait comme ça plusieurs séances et on a pu tester alors je vais voir peut-être avec les... Je passe directement aux photos. On a pu tester des choses très légères, des petits téléphones, différentes tables de tablettes, sous différentes formes. Et puis des choses un petit peu plus difficiles, entre guillemets, de l'imprimante 3D, du scan 3D, etc. Et à la suite de ces expérimentations, on a pu travailler dans ce qu'on appelle un labo de conception. Donc, c'est un temps où on va produire des scénarios, donc ce que vous appelez les scénarios pédagogiques. Nous aussi, on fait des scénarios sur donc toutes les questions qu'a soulevées Patricia, c'est-à-dire la question scénario d'espace, scénario de maintenance, scénario de formation, scénario d'utilisation, scénario pédagogique. Et ensuite, on retourne en classe et on reteste les choses. Et à la suite de ça, on a pu livrer à Saint-Étienne Métropole le cahier de préconisation, donc sous ces différents angles, pour l'aider à rédiger son futur plan multimédia. Donc aujourd'hui, tout ce travail a été fait. On a travaillé plus d'une année dessus. Donc vraiment dans cette idée de coopération en permanence, avec un écosystème là. Le parti pris des ateliers vers une école numérique, c'est quoi? C'est la question de la pédagogie, des contenus numériques, l'organisation spatiale, le matériel numérique, la question des réseaux, qui est une vraie problématique encore. On se retrouve avec des écoles. Là, on a visité une école la semaine dernière qui est séparée en deux par une cour. Il y a toute une partie qui n'a pas de réseau, par exemple, et qui a une ligne téléphonique. Donc on se retrouve encore avec des problématiques très simples, et pourtant qui ne trouvent pas de solution parce qu'il y a des raisons politiques, économiques, etc. La question de la formation, la question de la maintenance et la question de la relation à l'extérieur qui revient aussi beaucoup. On n'a plus trop le temps là. Non. Est-ce que vous voulez compléter ou... Non, alors vous voyez qu'on a essayé, peut-être on peut passer juste à la diapo suivante, où on voit que le numérique, grâce aux outils qui aujourd'hui sont beaucoup plus mobiles, eh bien, la classe, elle est aussi beaucoup plus éclatée. C'est-à-dire que l'ordinateur était utilisé dans la classe ou dans la salle informatique. Ici, on voit au contraire des élèves, sur votre gauche, ce sont des élèves d'école maternelle, de grande section, qui font une sortie, qui vont utiliser des petits smartphones ou des tablettes pour prendre des photos, pour enregistrer, pour pouvoir utiliser, exploiter cette sortie à d'autres moments dans la classe, ou alors des élèves dans une salle de jeu qui utilisent, toujours en grande section, des boules sphéros et qui font finalement, qui s'amusent, qui jouent à programmer, à manipuler ces outils-là dans un espace qui n'est pas celui de la classe. Et c'est pour ça aussi que, grâce aux designers, on a réfléchi aussi à la question de la mobilité avec l'enseignant qui porte dans le dos ses tablettes quand il est à l'extérieur et qui se recharge. En arrivant, on a le sac également qui passe d'une classe à une autre puisque le matériel étant mobile. Il peut être partagé, il peut être mutualisé au-delà des scénarios pédagogiques qui l'accompagnent. Concrètement, le matériel va passer de classe en classe. Oui, voilà, on va incarner dans des solutions en trouvant concrètes. Des solutions relativement légères. Les designers ont conçu un sac très simple qui permet cette mobilité et qui la facilite. Je vais peut-être passer juste pour donner à voir un petit peu. Voilà, on a travaillé sur l'organisation spatiale, sur la forme d'ateliers avec des choses très simples. On est allé chez Ikea, on n'a pas du tout fait des dépenses parce qu'on avait un petit budget, il fallait aller très vite, mais pour redisposer des espaces scolaires, on est dans cette fameuse école où on est allé. Le matériel a plus d'1 an et demi maintenant, et il est encore en bonne... il est encore en bonne forme. Donc voilà, on peut faire des choses avec peu de moyens aussi, sauf que ça demande des systèmes différents, rien que de facturation, ce qui peut paraître bête, mais voilà. L'aménagement de salles de lecture, pareil, avec des choses très simples, des gradins, des petites tables pour lire, et il se passe très vite des choses. Et puis, avant de rendre la parole, on a mis comme ça, j'ai jeté, on va dire, sur la toile, quelques photos, parce qu'en fait, c'est ce que je disais à Jacques-François quand on s'est entretenu. La question des espaces qui revient, c'est que c'est une permanence
c'est en permanence des choses qui se sont produites et qui reviennent. Et on arrête et on recommence. Et c'est vrai que le numérique, on revient à des écoles ouvertes qui ont déjà eu lieu dans les années 1900 et quelques. Donc, c'est de se dire, voilà, les choses, il y a en permanence des allers-retours. Est-ce qu'à un moment, on va arriver, nous, Français, j'ai envie de dire, à aller jusqu'au bout, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres pays où ça fonctionne, et nous, non, on n'y arrive pas. Donc, les pays du Nord y arrivent très bien. Donc, les écoles à air ouvertes qu'on avait vues, open air, les écoles pavillonnaires. Au Japon aussi, il y a pas mal d'innovations. L'école du dehors qui revient. La question des mobiliers, il y a plein de typologies pour avoir d'autres postures de travail. La question des plazas, la question des learning space, qui va de la maternelle à l'université. Il y a des changements de partout. Voilà. Juste vous donner un petit peu de visuel pour vous dire qu'il se passe plein de choses. La question des couloirs qui sont réinvestis. Le fait de travailler aussi des choses qui sont très low cost, comme le projet de Sugata Mitra avec le mur. Et puis de se dire, si on retenait quelque chose, qu'est-ce que c'est que oui, le numérique bouscule l'infrastructure et réactive d'anciennes innovations d'origine pédagogique. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est un espace scolaire ouvert, collaboratif, modulable, assez proche de l'espace de travail professionnel, lui-même en mutation. Donc on terminait sur cette image qui est un manifeste, un petit peu des différentes postures aujourd'hui qu'on a dans le travail, parce que l'outil est petit, l'outil est nomade, nous-mêmes on est nomades et nous-mêmes on travaille de partout. Et puis de se dire, prenons des risques. Ça, c'est une image que j'ai reçue, je disais, par Facebook avant-hier, juste avant la présentation, qui est l'école Nature School, en Australie. Et là, il y avait une photo et je me disais, mais voilà, c'est peut-être ça, l'école aussi de demain, encore. Merci Caroline, merci Patricia. Bougez pas, j'ai encore une ou deux questions à vous poser. Alors, d'une part, je suppose que Saint-Étienne Métropole n'a pas encore acheté ce projet-là. On s'équipe de bots. D'accord, donc c'est possible. Ouais, juste une ou deux remarques et questions à la fois. Première chose, on entend, et notamment dans ce que vous venez de dire, que, et depuis tout à l'heure, au fond, on comprend que le numérique peut aussi être un recul. Peut aussi apporter de la rigidité, peut aussi apporter des complications dès lors qu'on s'occupe d'équiper sans s'occuper du tout des usages, et que toutes les formes que vous trouvez, ça rejoint la présentation d'Anne Lalou précédemment, toutes les formes que vous trouvez sont des formes de modularité, de souplesse et de réversibilité. Alors, oui, peut-être. La question de l'équipement, c'est quand même une question qui souvent est posée dans un premier temps, entre autres par les collectivités, de façon uniforme. C'est ça qui nous a posé problème. C'est-à-dire comment la collectivité, quelle que soit son échelle, associe finalement les enseignants et leur pédagogie au choix de l'équipement, au moment de l'équipement, et comment nous, après, on peut les accompagner. Parce que l'équipement qui est un équipement uniforme pose effectivement un certain nombre de problèmes quand il ne rencontre pas le projet. Alors, il y a une autre chose, c'est à la fois on voit la consistance et la fragilité du projet. Alors, consistance, parce que on avait commencé avec Anne sur un établissement. Là, vous êtes potentiellement sur une démarche qui se construit à l'échelle d'un territoire, et en même temps fragilité parce que probablement, d'une part, il n'y a pas en France des centaines d'agglomérations capables d'engager ce type de démarche, et d'autre part, même à Saint-Étienne, et malgré le contexte particulièrement favorable du côté du design, il peut y avoir aussi des fragilités dans la continuité de la démarche. C'est certain. C'est certain, mais bon, en fait, au début, c'est sûr qu'on a eu cette histoire de subvention, d'accompagnement. Donc, c'est sûr que la volonté politique, c'est-à-dire qu'elle peut soit nous aider et on accélère, soit au contraire, d'un coup, pouf, on décélère. Et là, je disais, je piétine, quoi. Parce qu'il y a des envies, et surtout, au-delà des envies, c'est qu'on a vu qu'il y avait des solutions. Et qu'on a vu qu'il y avait des changements. Et on a vu tout ce que ça apportait pour les enfants, pour les enseignants, pour les partenaires. En fait, le fait de se fédérer autour de l'école, c'est super beau comme projet. Et de se dire, mais
voilà, est-ce que c'est pas au niveau national qu'il faut se décider, pas juste au niveau d'un territoire en fait? Est-ce qu'il faut pas faire bouger alors les choses, voilà, de vraiment tout en haut? Moi, j'ai envie d'y croire en fait et de me dire purée, mais allons-y quoi. On a des solutions, il y a des architectes, il y a des designers, on sait, j'ai envie de dire entre guillemets, ce qu'il faut faire. Comment trouver, comment faire bouger les lignes des budgets, j'ai envie de dire. C'est voilà, alors peut-être que c'est complètement. Alors, moi, voilà. j'ai éventuellement quelques éléments de réponse. Ce travail-là, je n'ai pas de budget particulier, mais j'ai des éléments de réponse. À savoir qu'on a quand même fait ce travail-là dans la durée. Le temps politique n'est pas le temps pédagogique, n'est pas non plus le temps technique. Il faut faire coïncider, concilier tout cela. Et on s'est rendu compte qu'en réfléchissant, en modélisant un modèle de développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'équipe pas une école sans qu'auparavant, nous ayons eu un diagnostic partagé. Ce diagnostic comprend 2 volets. Le diagnostic pédagogique, où en sont les enseignants avec l'usage du numérique, à la fois pour enseigner, pour collaborer, pour se former, et où en sont les usages réels des élèves dans cette école-là, mais aussi un diagnostic technique impliquant la commune qui, elle, continue à être propriétaire des locaux et avec toute la problématique, je vous passe des détails qui paraissent minimes mais qui ont leur importance quand on est dans une dynamique de ce type, à savoir est-ce qu'on va fixer ou non le vidéoprojecteur. Voilà, qui le fixe, qui paye la fixation. Bon, voilà. Donc, toutes ces questions-là, on a essayé de les régler et aussi donc, d'avoir un diagnostic partagé, d'avoir une équipe d'enseignants qui se met en projet. Alors, on essaye d'être réaliste. Donc, on n'attend pas que toute l'équipe y aille, mais qu'il y ait au moins 2-3 enseignants dans une école parce qu'on sait que c'est une condition de réussite. Donc, avant d'équiper une école, on travaille à mettre en place les conditions pour que ça marche, qu'elles soient techniques, pédagogiques, humaines et matérielles. Ensuite, on a pensé à des équipements avec une solution de vidéoprojection et une solution d'équipement mobile, type tablette ou ordinateur portable au choix de l'équipe. Et là aussi, en complément de ce qui existe déjà, à savoir des ordinateurs fixes dans les classes ou dans l'école. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu être, et ça répond en partie à la question précédente, on a pu être très réactif lorsque l'État a lancé son plan collège numérique, puisque lorsque le conseil départemental s'est décidé dans la phase 2 de ce plan-là d'équiper avec des classes mobiles de tablettes ces collèges, les écoles de ces collèges sur le territoire de Saint-Étienne Métropole ont pu lever la main et se sont engagés, ce qui fait que, par exemple, dans notre académie, eh bien, on est le département où il y a le plus d'écoles engagées dans le plan collège numérique. Parce que le projet qu'on avait élaboré, pour lequel on avait mis du temps à construire, nous a permis d'être réactifs et de pouvoir s'engager. Alors là, maintenant, on est dans la phase où on est un peu impatient, puisque ce plan, il est préparé. Finalement, on aurait pu commencer à le mettre en œuvre l'année scolaire dernière. Là, il a fallu attendre que le plan soit voté, que les budgets arrivent, que les commandes passent. Alors, j'ai aussi oublié un autre élément du plan, c'est l'espace numérique de travail, qui là aussi est un véritable booster d'usage, puisqu'il permet de développer des pratiques qu'on a évoquées dans la table ronde précédente, à savoir la classe inversée, la relation avec les familles, la lisibilité de ce qu'on fait, mais aussi la mutualisation de scénarios pédagogiques, les échanges entre enseignants. Bref, on est prêt à tout ça. Je vais être optimiste, résolument, ça va se faire. Par contre, ce qu'on souhaiterait, et je pense que Caroline exprime là aussi, le fait qu'on souhaiterait pouvoir continuer à avoir la longueur d'avance dans le cadre de l'expérimentation, c'est-à-dire continuer à être en éveil, non seulement mettre en œuvre le plan tel qu'on l'a pensé aujourd'hui, mais déjà se projeter dans demain. Donc continuer à réfléchir ensemble, continuer à s'appuyer sur l'expérience et l'expertise de la Cité du Design pour nous aider à avancer. Merci. Et tu avais un rebond? Oui, mais non, juste sur un point de détail qui est qu'on est toujours en train de dire mais en fait, c'était idiot cette histoire de donner des équipements aux enfants, etc. Moi, ça a été un constat très vite à la Web School que donner le même ordinateur à tous les étudiants quand ils arrivent,
Ça permettait justement qu'il n'y ait pas d'inégalité sociale quand on arrive à l'école. Donc ils ont tous le même équipement. De la première à la dernière année, ils reçoivent en arrivant un équipement qui a la même puissance de calcul, qui est équipé des mêmes logiciels, qui permet en fait à ce qu'il y ait une égalité des chances par rapport aux études. Et ce qui, moi, m'apparaissait comme un détail, m'apparaît en fait comme tout à fait important, parce que ce n'est pas une question de dire oui, mais il a son smartphone et machin. À un moment donné, si on dit que ça fait partie des moyens et des outils qui vont lui permettre justement de progresser, etc., alors il faut que tout le monde puisse avoir le même. Et là, du coup, ça devient donc, soit une mission de service public, soit, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, une décision de donner le même ordinateur à tous. En ayant également des équipements uniformes, on résout aussi un certain nombre de problématiques liées à la maintenance et au remplacement des équipements. C'est ce qu'on fait. C'est compliqué, mais c'est vrai. C'est compliqué, mais ça résout un certain nombre de problèmes. Alors, question compliquée où on va souscrire dans les cas que vous décrivez là, mais sans entrer dans le grand débat des équipements. Moi, j'ai juste une dernière remarque qui ne sera pas une question, c'est simplement le fait, hein, et je crois que vous l'avez mentionné, qu'il y a un lien assez fort entre ce qui se passe dans les établissements et ce qui se passe au dehors, dans le monde du travail par exemple, et les remarques que vous avez faites sur l'espace de la classe et sur le lieu de travail de l'enseignant. Je voulais simplement souligner que à bien des égards, les enseignants se considèrent parfois comme en retard sur, etc., sur les usages numériques difficiles, etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent depuis longtemps que c'est le contraire, c'est-à-dire que les enseignants ont des usages avancés, se sont équipés très tôt sur leur denier propre, se sont posé des questions très tôt, et que simplement l'articulation, on le sait, entre les usages personnels, professionnels et pédagogiques, c'est trois choses différentes qu'il faut arriver à regarder de façon différente. Mais du côté des lieux de travail, je pense qu'une bonne partie des enseignants sont plutôt en avance sur le monde du travail, c'est-à-dire que les enseignants et d'ailleurs d'autres catégories comme les agriculteurs ressemblent aux travailleurs de demain dans leur configuration spatiale et leurs usages numériques. En ayant un bureau, pas de bureau, en devant partager avec les autres, en devant gérer des situations de contraintes qui sont donc très très loin du fait d'être assignés à une seule situation. La part du domicile est assez forte, la part du matériel personnel est souvent assez forte, et c'est des choses qu'on ne va pas toujours rencontrer de façon aussi nette dans les environnements professionnels classiques, mais qui préfigurent sans doute nos environnements spatiaux, temporels de demain, avec des articulations auxquelles on n'est pas forcément habitué. On passe maintenant, on est parti d'un établissement, on est allé vers une démarche sur un territoire, et maintenant Florence va nous emmener sur une vision d'ensemble des transformations des lieux de l'université. Donc Florence Koller, peut-être effectivement échanger avec oui, absolument, je vais mettre la présentation. Bonjour, je suis donc Florence Koller, je travaille au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la mission Expertise Conseil, qui est une mission qui a été créée en 2014 pour conseiller les universités, que ce soit en termes de gestion RH, d'immobilier, de budget. Et pour ma part, j'ai la casquette immobilière étant architecte de formation et ayant par le passé dirigé un département des constructions. Donc, je vais vous parler d'un guide qui a été mis en ligne en 2015 sur le site du ministère, qui s'appelle Campus d'avenir, concevoir des espaces de formation à l'heure du numérique. Ce guide, il a été conçu d'une interrogation que j'avais. Ça fait assez longtemps que je suis dans le domaine de l'immobilier universitaire, et je me demandais si on allait toujours construire de la même manière. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait ad vitam aeternam des amphis,
des salles de TD, des salles de TP et des couloirs qui desservent tout ça. Et avec un zonage du campus, avec la zone de la formation, la zone de la recherche, la zone des logements, la zone de la restauration, la zone du sport. Bref, un héritage de la pensée fonctionnaliste des années 60. Et je voyais bien que l'habillage changeait, qu'on avait des formes architecturales qui étaient plutôt contemporaines, plus ou moins exubérantes ou minimalistes, hein, ça dépendait des personnalités des architectes, mais que grosso modo, le fond de sauce était toujours le même. Donc ma question était comment une pédagogie qui intègre le numérique, une pédagogie qui va être transformée, qui va être une pédagogie collaborative, comment cette nouvelle pédagogie va avoir besoin de nouveaux espaces. Donc à partir de là, j'ai organisé un groupe de travail en appui avec la mission du numérique, la MINES au ministère, et je vous présente le résultat de ce travail. Sachant qu'au ministère, enfin, c'est pas au ministère, en France, nous avons 18 millions de mètres carrés universitaires, propriété de l'État, donc. Et sur ces 18 millions de mètres carrés, ce qui est quand même un patrimoine extrêmement important, nous avons 6 millions de mètres carrés à réhabiliter. Donc ça veut dire très clairement que le campus de demain, il va se faire à partir de bâtiments d'hier, voire d'avant-hier. Donc c'est à partir de nos campus des années 60, qui sont quand même la majorité de notre patrimoine, qu'on va se projeter dans le futur. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas tellement de construire des futures universités, parce qu'on a grosso modo, à part en Île-de-France, où on a besoin criant de mètres carrés, dans le reste des régions, on a satisfait les besoins en mètres carrés. Même s'il y a des effets de tension en début d'année, on arrive globalement, on n'est pas au maximum de nos capacités. Donc la question n'est pas une question de construction nouvelle à part en Île-de-France, c'est une question de réhabilitation. Et comment on réhabilite des bâtiments, pas toujours aussi somptueux que celui-ci, mais des bâtiments anciens pour en faire des campus d'avenir. Donc, la première, voilà. Alors, le premier constat, c'est qu'on va aller... D'abord, le premier constat, c'est qu'il y aura toujours des espaces physiques. Parce que la question qu'on me pose toujours, mais demain, après tout, est-ce qu'on aura besoin d'avoir des murs à l'heure de la dématérialisation? On pourrait très bien se passer d'université. Je pense qu'effectivement, il y aura la place pour des universités virtualisées, sans doute. Mais je pense aussi qu'à l'heure, justement, de la dématérialisation, l'interaction entre les pairs ou l'interaction entre étudiants et enseignants, elle a une haute valeur ajoutée, parce que c'est justement ça que vous n'aurez pas en étant sur un clavier, où vous l'aurez à distance, mais en physique, c'est une plus-value. Donc je pense que sur nos campus, par le fait qu'il y aura une concentration à la fois d'intelligence, d'étudiants qui seront là pour faire des projets, des étudiants qui seront là pour monter leur entreprise, une concentration d'entreprises qui viendront sur les campus parce qu'ils pourront trouver des ressources humaines et des ressources en termes d'équipement. Donc je pense qu'on va arriver à un écosystème du savoir qui va être très attractif et que pour la ville elle-même, la ville va prendre conscience que ces universités qui jusqu'à présent étaient un poids sur leurs épaules, dont elles n'arrivaient pas vraiment à dialoguer avec, en tous les cas jusqu'à une période assez récente, vont devenir vraiment des ressources extrêmement précieuses sur lesquelles s'appuyer. Donc ça, c'est un préalable. Il y aura, je pense, toujours des universités, mais des universités dont les besoins en termes de locaux vont changer. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, pour s'adapter à cette pédagogie active, d'une offre diversifiée d'espaces. Ça veut dire que, par exemple, alors, sachant que le mouvement se fait pas du tout de manière organisée, ce n'est pas un plan étatique qui va transformer les universités. D'abord, nous n'en avons pas les moyens, et surtout, ça sera un contresens à partir du moment où les universités sont autonomes. Le mouvement part des universités et il part des enseignants. Donc, dans chaque université, vous aurez à la fois des enseignants qui sont pionniers et qui iront vers cette nouvelle pédagogie, et des enseignants qui auront des modalités traditionnelles qui seront tout à fait efficaces, et les deux vont perdurer jusqu'à un certain moment. Donc je pense qu'il y aura toujours des amphithéâtres. Sans doute, il faut se poser la question, quand on est président d'université, je suis président d'université,
j'ai 8 amphis de 600 places à réhabiliter. Est-ce que ça fait sens par rapport à la pédagogie? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors qu'on sait qu'a priori, par exemple, une université comme Grenoble, par le fait que pour la première année des études de santé, ils n'avaient pas à disposition 2 amphis de 1000 places, ils ont réfléchi à comment faire autrement. Comment faire autrement, c'était avoir un cours sous forme de MOOC qui était transmis à tous les étudiants. Et ensuite, les étudiants avaient des TD dans 2 petits amphis, et c'était accompagné de 5000 heures de tutorat et de 800 heures de TD. Donc ça veut dire que quand le cours est dématérialisé, c'est toujours un enseignement très personnalisé qui se fait. Donc l'amphi restera pour des petits amphis. Donc là, je montre un amphi à Birmingham où on a un rang sur 2 qui peut se tourner. Donc ça permet d'alterner séquences de cours magistrales et cours interactifs. C'est-à-dire que les étudiants peuvent travailler en groupe dans un petit amphi, un amphi de 96 places. Une autre diversité d'espace, ça veut dire aussi que la salle de cours pourra être très flexible avec du mobilier qui bouge. C'est la salle avec les sièges bleus que vous voyez. Donc cette salle, elle peut se configurer sous forme de petits îlots, sous forme en U, enfin toutes les configurations qui sont montrées, toutes les typologies qui sont montrées en dessous. Ou bien vous avez des salles qui sont beaucoup moins flexibles puisque le mobilier est fixe, mais vous avez tout un équipement numérique qui permet à l'enseignant d'avoir la main sur le contenu des tables qui est projeté sur les écrans qui tapissent le tour de la salle, et donc d'avoir une pédagogie interactive avec du mobilier qui est fixe. Donc on voit qu'on va de la plus grande flexibilité à une certaine rigidité, mais l'interactivité est permise par le numérique. Et ce qu'on va voir apparaître, il y a un nouvel espace qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est la salle de travail collaboratif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les étudiants travaillent en mode projet, ils ont besoin de se retrouver en petits groupes et d'avoir des espaces qui sont adaptés à ce type de travail. Donc ça, c'est ce que je vois naître en ce moment sur tous les sites universitaires. C'est vraiment un besoin, et on le voit apparaître beaucoup dans les learning centers, donc les bibliothèques d'un nouveau type, que sont les learning centers, et c'est sans doute ce qui fait sens dans notre université actuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir une mutation d'espace. C'est comment nos grands halls d'université, qui étaient des halls de circulation, qui avaient une fonction de faire circuler les flux et qui étaient un peu des halls des pas perdus, vont pouvoir devenir des espaces pluri-usages. C'est-à-dire qu'un hall comme le hall d'Assas, qui était, pour ceux qui l'ont connu dans sa version antérieure, un espace inhospitalier, est devenu un lieu où à la fois, bien sûr, on peut circuler, mais on peut aussi échanger agréablement avec les autres étudiants, parce que sur les côtés, vous avez des canapés, des tables basses qui sont évidemment connectés, il y a des prises, il y a du Wi-Fi, ils peuvent travailler, échanger. Mais cet espace se transforme en lieu de restauration pendant les repas. Donc ça a été une négociation difficile avec les pompiers qui ne veulent pas de points chauds dans un espace de circulation, donc c'est un bar à salade. Mais c'est pour dire que tout ça, il y a des tractations, mais ça se passe, c'est possible. Donc je pense que l'avenir, il est dans ces espaces, dans la densification des usages. On n'aura plus un espace, un usage, on aura des espaces pluri-usages, et notamment des espaces d'apprentissage informel. Ça veut dire que l'apprentissage, il se fait dans les salles de cours, mais il se fait en dehors de la salle de cours, partout. Parce que l'étudiant est nomade, l'étudiant est connecté, et l'étudiant, il pourra aussi bien apprendre dans l'enceinte de l'université, mais bien sûr ailleurs dans la ville, et puis aussi dans les logements. Il faut penser des nouveaux espaces, des nouveaux logements qui puissent aussi être des lieux d'apprentissage. On voit aussi que les espaces, ça marche avec des services. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de penser des mètres carrés, il s'agit aussi de penser les services qui vont avec. C'est-à-dire qu'un étudiant doit pouvoir réserver sa salle de travail collaborative à distance, ou bien en arrivant sur le site, comme l'exemple que je montre à Assas.
Et donc, il y a une très grande flexibilité qui est offerte aux étudiants, mais qui permet d'optimiser l'espace. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un site et que vous n'avez pas la capacité de vous étendre, comme c'était le cas d'Assas, il fallait trouver des solutions pour que cet espace soit occupé au maximum, ce qui est le cas. Le cas de les salles de cours sont réservables par les enseignants, mais si un enseignant, au bout de 15 minutes, n'a pas validé sa réservation en badgeant, la salle devient disponible pour les étudiants qui peuvent venir y travailler. Donc on voit qu'il n'y a plus non plus l'espace, la salle de cours qui est réservée au prof X et qui l'aura. Voilà. On voit aussi que les espaces de restauration, parce qu'il y a une salle de restauration qui est dédiée à la restauration chaude, toujours à Assas, tous ces espaces de restauration qu'on a sur nos campus, ils fonctionnent 3 heures par jour. Donc c'est évident qu'ils peuvent devenir des lieux de coworking de manière tout à fait facile moyennant une responsabilité qui est à gérer. Mais disons qu'on a de l'espace et on a la capacité d'offrir des usages. C'est un peu comme l'espace public dans nos villes. Une place publique, elle va servir à accueillir un marché, à accueillir un rassemblement, à accueillir des tas de manifestations. Il faut densifier les usages. Le numérique et la pédagogie collaborative, ça permet aussi d'offrir une même qualité de formation sur tout un territoire. Et ça, c'est le cas de l'Université de Bretagne, où, grâce au plan campus, on a pu, sur tout l'ensemble du territoire breton, où on est en situation d'avoir beaucoup de sites universitaires disséminés, d'offrir la même qualité de formation qu'on soit à Rennes, Laval, Lannion, Brest, grâce à des salles de téléprésence immersive, où vous avez une qualité de l'image. Moi, je vis beaucoup de visioconférences complètement pourries, qui me font dire que vraiment rien n'est meilleur que le physique. Hein. Mais là-bas, pour l'avoir vécu, vous avez vraiment les enseignants et les étudiants de Brest qui sont à l'échelle 1 et très vite, vous oubliez qu'ils sont loin, ils sont avec vous. Et ça, c'est vraiment, c'est pas un gadget, c'est un plus pour la pédagogie parce qu'on peut rapprocher les territoires. Donc ça me paraît très important. Je vois le temps qui file. Des nouveaux espaces que vous connaissez peut-être, ce sont les learning centers. Les bibliothèques, très vite, ont compris qu'il fallait prendre un virage. Avec moins, vous aviez des étudiants qui lisaient moins, mais qui investissaient les bibliothèques parce que c'était le seul lieu calme où ils pouvaient venir travailler. Donc, les conservateurs des bibliothèques ont réfléchi, se sont dit, on a l'opportunité, si on leur offre un soutien pédagogique pour leur apprendre à chercher dans les ressources Internet, dans les ressources numériques, on a la capacité de faire un virage et de ne pas devenir les ringards de l'enseignement supérieur, mais plutôt les pionniers en termes de transformation. Et c'est ce qui se passe avec les Learning Centers. On voit par exemple sur ces 2 exemples que j'ai pris, qui sont le Learning Hub de l'EM Lyon et l'Iliade. À l'Iliade, qui est à droite, qui vient d'ouvrir, et si vous avez l'occasion d'aller à l'Université de Lille 1, je vous encourage fortement à y aller, parce qu'ils ont réussi cette prouesse d'intégrer l'ancienne bibliothèque, qui est le tambour rond que vous voyez, qui est une bibliothèque des années 60 construite par un grand pré-Rome, et une équipe allemande, Auer, est venue faire une vague qui entoure et qui devient l'extension de ce bâtiment. Ils ont complètement refondu les espaces. Et l'intelligence de ce projet, c'est que vous avez un tiers des espaces de la bibliothèque qui est sous le mode de travail collaboratif. Donc c'est bien, ça correspond exactement aux besoins et aux attentes des étudiants. Par ailleurs, ils ont compris qu'un étudiant, ça avait besoin de café, de thé et aussi de restauration légère. Et donc ils ont intégré un Internet café de 100 places dans l'enceinte de la bibliothèque. Ils se sont dit aussi que la bibliothèque devait aussi être ouverte sur la recherche. Et au rez-de-chaussée, vous avez un espace qui est ouvert sur comment montrer les expériences, les inventions, les recherches qui sont en cours. Et ça s'appelle l'Experium, et c'est un espace qui est au rez-de-chaussée. Et vous avez un espace événementiel pour accueillir des colloques de l'université ou de la société civile. Et ce que je trouve intéressant,
c'est que le directeur du Learning Center s'est dit, je ne vais pas mettre le SAS qui est de antivol à la sortie du périmètre du premier cercle, qui est la bibliothèque stricto sensu, je vais le mettre à la porte d'entrée pour que mes conservateurs aient bien conscience qu'ils sont gestionnaires de l'ensemble de l'espace, c'est-à-dire qu'ils sont, en termes d'accueil, ils sont capables d'accueillir et de dire la recherche, l'expérience, c'est ici, le colloque où vous allez, c'est là, et ils ne sont pas dans leur silo. Parce qu'il faut être bien clair que l'avenir, c'est vraiment le désilotage, le décloisonnement, et c'est ce qui se passe dans ce bâtiment. Et rapidement, à côté, c'est aussi la fonction accueil à l'EM Lyon. Vous voyez, la banque d'accueil, c'est plus une banque d'accueil qu'on a connue quelquefois, qui était la banque d'accueil, qui était un petit peu le mur. Au-delà de ces murs, vous ne saurez... Bon, il se passe quelque chose avant, après. Là, l'organisation en trois branches fait qu'on va plus naturellement demander conseil, on est en position d'accueil. Et cette diapo montre aussi qu'une bibliothèque, maintenant, tous les conservateurs en sont persuadés, ça peut permettre aussi de la détente, et ce n'est pas non plus la position assise qui est forcément privilégiée pour un étudiant. Je vais passer oui, encore un petit peu de temps. Ce qui est très important aussi, c'est que l'université, ce n'est pas un monde clos, c'est un monde qui s'ouvre sur la ville, qui s'ouvre sur le monde dans l'entreprise, par des lieux spécifiques qui sont les Fab Labs, par exemple. Vous avez ici le Fac Lab de Cergy-Pontoise. Donc, dans les Fab Labs, c'est à la fois des lieux où vont les étudiants, les enseignants, les habitants, les lycéens et les entreprises, parce que pour des petites entreprises, c'est aussi un moyen de faire du prototypage rapide de pièces qu'elles n'auraient pas forcément les moyens de faire par elles-mêmes. Donc, c'est un lieu où vont s'articuler différents publics. Et ces brassages des publics est vraiment la condition sine qua non pour que nos campus deviennent des lieux attractifs. C'est aussi le cas à Strasbourg, dans la salle de l'écocentre de Strasbourg. Tout à l'heure, on a vu que c'était un hall, c'est le hall d'un des bâtiments de l'université, qui accueille aussi des hackathons, des formations d'entreprise. Donc tout ça, ce sont des lieux extrêmement vivants. Et j'arrive à ce qui, en ce moment, est vraiment ce qui m'anime, qui me fait m'enthousiasme, on va dire. C'est la co-conception des espaces avec les utilisateurs. Parce qu'en tant qu'architecte, j'étais assez frustrée quand même de voir que les usagers, on les interviewait au départ, quels sont vos besoins? Oui, ben, quels sont vos besoins? Vous allez avoir envie de ce que vous avez aujourd'hui en augmenté, c'est-à-dire en quantitatif, ça sera plus grand et ça sera plus beau. Ok, mais ça c'est peut-être pas ça la demande. Enfin, bref. Donc il me semblait qu'il fallait associer les usagers, ce qu'on faisait assez peu, mais les associer en leur donnant de l'expertise. Et le design thinking me paraissait être un bon outil, mais en mettant dans les designers des architectes et des designers dans la boucle, donc que ce ne soit pas simplement une méthode agile de conception, mais avec des experts et qui puissent tirer vers le haut, vers la conception des espaces. Et c'est ça, c'est ce que je suis en train d'expérimenter avec SupMeca. Là, vous voyez le directeur de SupMeca, de l'école d'ingénieurs, qui, avec ses étudiants et avec sa directrice générale, est en train de phosphorer à la conception d'un project center de 200 mètres carrés, qui va être à la fois un lieu de convivialité, de travail collaboratif et d'accueil des entreprises. Et ça, on l'a fait dans une session d'une journée qui va se prolonger. J'y retourne demain matin. Et mon objectif, c'est de le faire avec pas mal d'universités. L'Université de Lorraine m'a demandé de travailler avec eux pour transformer une dizaine d'espaces sur ce mode-là. Hier, j'étais au colloque de l'Association des bibliothèques universitaires et j'ai vu qu'à la D-School de l'École des Ponts, la bibliothèque va être réaménagée sur ce mode-là en associant l'ensemble de la communauté universitaire. Et je souhaite faire un guide sur le design thinking des espaces universitaires. Ça sera mon prochain projet. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Oui. Et la dernière image, c'est que la flexibilité dont on parle, c'est pas une flexibilité, c'est une flexibilité low-tech.
On n'est pas à Beaubourg où on avait imaginé des plateaux qui montaient, qui descendaient, qui n'ont jamais monté, qui n'ont jamais descendu. On est dans une conception où vous n'avez pas de parois porteuses, mais plutôt des conceptions poteaux-poutres pour que ça soit facilement des cloisons qui puissent être abattues. Et puis du mobilier qui bouge ou qui est léger, parce que si ça ne bouge pas, ça peut se transporter légèrement. Voilà. Et dernier point, on n'est pas dans une programmation où on fait de la planification et on va rénover tout un bâtiment d'un seul coup, d'un seul, et après s'apercevoir qu'on s'est peut-être un peu planté. On va faire des prototypes, tester les prototypes, avoir un retour sur expérience, ça marche pas, avec les utilisateurs, et ensuite passer à une phase de production. Et ça me paraît le sens de ce qu'on devrait faire. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Donc, dans ce que vous racontez, il y a effectivement pas mal de rebonds entre les interventions précédentes, naturellement, sur la co-conception, sur la souplesse et la flexibilité, sur l'usage du design. Et en fait, je pourrais en souligner quelques-unes. Une qui paraît évidente, notamment, est-ce que vous racontiez, c'est la question des ETI à l'école et la question des façons dont les entreprises s'inviteront dans les campus et dont les villes prennent conscience de l'existence de ce qui se passe autour. Une autre qui paraît une constante, c'est notamment entre ce que vous venez de raconter et ce que présentait Anne tout à l'heure avec la présence de l'anti-café en plein milieu, c'est que on est dans des lieux de vie. On est dans des lieux de vie et donc de la même façon que vous intervenez sur les cantines, de la même façon que cette question se pose, Didier Paclin qui va revenir parmi nous dans pas très longtemps, qui a dû s'absenter, a fait cette étude sur les usages des étudiants, ce travail de recherche sur les usages des étudiants et qui montre que une partie de l'attente des étudiants, c'est de se retrouver et de manger. Et donc, quasiment, on sait qu'il y a aujourd'hui, dans certains pays, des projets d'université qui se construisent autour de là où on vit et on mange, et puis le reste vient autour. C'est le fait de rassembler les étudiants et ensuite de leur ramener les enseignements là où il y a de la vie. C'est pas si infondé que ça, surtout dans des contextes de précarité étudiante qu'on connaît et qui ont animé aussi plusieurs de vos autres réflexions. Et puis, en fait, la troisième chose que je voulais souligner, c'est que dans vos trois interventions, on entend la passerelle entre des objets anciens connus et des objets nouveaux. Et on se dit effectivement, tiens, tel endroit, est-ce que ça s'appelle du coworking ou ça s'appelle de la salle des profs ou de l'espace de convivialité ou la nouvelle zone de la bibliothèque, comment est-ce qu'on va nommer les choses? Et sachant qu'il y a certains de ces objets qui ne sont présents que dans quelques champs de l'enseignement. Enfin, par exemple, moi, dans les établissements supérieurs où j'ai enseigné, il n'y a pas de salle des profs. Et réciproquement, dans les salles des profs que je peux connaître, il n'y a pas tellement d'autres choses dont on va être content de trouver dans d'autres établissements. Et le dernier point qui me paraît important à signaler, c'est la question une fois encore, de la planification. Votre dernier schéma, pour parler de campus dont vous avez parlé, qui sont à l'ouest de la France, il y a des rattrapages de justesse sur ces campus parce que il a fallu les faire en partenariat public-privé, que donc il y a un cahier des charges très précis et qu'in extremis, on n'avait pas prévu qu'il y aurait un Fab Lab qui serait un EduLab et qu'il fallait qu'il soit ouvert sur le reste du monde et que donc il va falloir réinventer, mais ça s'est fait, réinventer des choses pas prévues à côté des salles de visio immersives bien propres et bien calées, dont on sait à quel étage elles sont et combien de personnes elles peuvent contenir, et des endroits où on ne sait pas, où ça va bouger durablement. Et donc, je pense qu'une partie de ce avec quoi vous négociez toutes les quatre, c'est les passerelles entre le formel et l'informel dans les espaces, comme tout au long de la journée, on nous a raconté des passerelles entre du formel et l'informel dans les pédagogies. Donc, vous avez maintenant le droit de vous poser des questions entre vous, puisque je n'ai toujours pas reçu de message comme prévu avec les problèmes du réseau. Moi, je voudrais juste mentionner une initiative qu'a eu la ville et que je trouve vachement bien à Paris, mais qui pourrait se déployer ailleurs. C'est le fait, effectivement, de transformer les restaurants du Crous en coworking en dehors des horaires. Il y a le Mab Lab qui a ouvert à Mabillon
par la sauce Fratelli. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va aussi se diffuser de plus en plus. Et moi, je trouve que c'est des initiatives, comme je ne suis pas du tout dans le coup, j'ai beaucoup de plaisir à leur faire plein de pubs. Donc on n'apprend pas forcément aux heures et aux lieux qui sont prévus. On peut utiliser la capacité excédentaire là où il y en a et où elle est mutualisable. Et de la même façon, ce que vous avez raconté du côté des médiathèques et des bibliothèques, on peut le raconter sur les bibliothèques universitaires, on peut le raconter aussi sur les médiathèques ailleurs sur le territoire, et en l'occurrence à un moment où une partie des médiathèques se demande si les gens vont encore venir en bibliothèque. Donc c'est des usages qui se repensent et que d'ailleurs les designers contribuent à repenser. Donc est-ce qu'il y a disparition des livres à l'ère numérique? Est-ce que ces espaces-là ont encore du sens? Et précisément, on a vu au fil de la journée l'importance des espaces de doc dans les établissements scolaires, avec la part importante, donc évidemment la question du papier, mais aussi la part importante le rôle important que jouaient ces espaces et ces fonctions dans les établissements. Et juste une chose, parce que alors ça c'est quelque chose que nous on a commencé à beaucoup expérimenter, que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de rester non plus dans l'école. Donc là, par exemple, moi la semaine prochaine, j'avais tout simplement un problème de mètres carrés. Donc je n'avais pas des mètres carrés sur le campus qu'il me fallait pour un très gros projet. J'ai appelé une entreprise partenaire qui va accueillir pendant une semaine tous les élèves sur leur projet. Et je pense que le fait de travailler dans un environnement complètement différent est un enrichissement de l'apprentissage. Et donc c'est aussi aujourd'hui la débrouillardise amène à des solutions qui, à mon avis, sont enrichissantes pour les étudiants et montrent aussi, encore une fois, alors en l'occurrence, comme toutes les entreprises sont en train de construire quand même de magnifiques espaces de projets ouverts en entreprises libérées, avec en fait, aujourd'hui, les entreprises ont des espaces magnifiques qu'on peut utiliser pour des visées pédagogiques. Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis même l'entreprise peut nous donner des leçons sur les espaces de bureaux, par exemple. Quand on voit que les espaces de bureaux, il n'y a pas forcément des bureaux dédiés, mais c'est plus non plus l'open space sauvage et difficile, mais c'est des espaces où vous avez, dans l'entreprise, où vous avez des salles de réunion. L'espace n'est plus individuel, mais il y a des espaces de réunion généreux qui sont offerts, des espaces de restauration et de détente qui sont liés, et on pourrait s'en inspirer pour concevoir nos espaces administratifs, parce que là, j'ai parlé de l'information et je n'ai pas touché, et je me suis bien gardée d'envisager de toucher à l'espace des bureaux. Donc voilà, il y a toujours des espaces auxquels on ne touche pas. Tout à l'heure, chez vous, c'était peut-être la classe comme espace intime. Là, en l'occurrence, ça peut être les espaces de bureaux comme zone difficile d'accès. Mais ceci dit, les universités peuvent y réfléchir, parce qu'à ça, ils offrent des bureaux qui ne sont pas dédiés et qui sont partageables aux enseignants, avec un espace de stockage pour les affaires des enseignants. C'est les enseignants dont je parle. Hein. Et donc, ça bouge, hein, mais ça bouge... C'est difficile. Alors peut-être trois petits points de plus. Le premier, c'est par rapport à ce que vous venez de dire du côté en fait de ce que les entreprises peuvent nous apprendre. C'est un aller-retour. Il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent le terme campus pour définir une partie des espaces professionnels. C'est pas un hasard. On sait que les logiques d'apprentissage se diffusent tout à fait au-delà des murs des établissements d'enseignement. Et puis on voit d'ailleurs ces transformations un petit peu partout. L'autre question qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est la question de se dire, est-ce qu'on est en présence d'expériences exceptionnelles ou de choses qui peuvent s'élargir. Alors d'une part, merci Florence, parce qu'on entend qu'au-delà de quelques expériences ponctuelles spectaculaires, on est en train de voir une diffusion beaucoup plus large. Et je crois que de votre côté aussi, il y a une approche, on va dire, quasiment d'exportation de ce que vous savez faire à Saint-Étienne. Oui, parce qu'en fait, du coup, à force d'être invité dans des colloques, etc., ça donne envie à d'autres collectivités de tenter de faire de la rénovation en mode design participatif. Et du coup, comme ça, on a plusieurs collectivités qui sont venues nous rencontrer. Et du coup, on a monté un dispositif qui s'appelle le générateur, où en fait, on formera de jeunes designers, parce que aussi les questions, si on parle de la formation des profs, c'est pareil, je crois. En tous les cas, pour les designers, c'est pareil.
de travailler en mode design participatif, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi dans les écoles de design. Donc du coup, l'idée c'est de les encadrer pendant 1 an sur un projet pour qu'ensuite ils peuvent exporter la méthodologie sur toute la France et ailleurs, entre guillemets, avec un espèce de label Cité du Design en disant voilà, on a pu conduire un projet avec cette méthodologie. Donc voilà. Donc on ouvre le générateur en ce moment. On a une collectivité qui part avec nous sur... donc on a des collectivités quand même qui s'engagent. Parfait. Merci à toutes les 4. Merci à tous.